Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré aux différentes typologies de l'innovation. Signalons au passage que cette vidéo se situe dans le cadre plus large d'un ensemble de ressources pédagogiques avec un site web, encyclopédie.fr, des chaînes YouTube et Dailymotion et un ensemble de podcasts. Nous passerons en revue les typologies très classiques, comme la distinction entre innovation radicale et incrémentale, entre innovation de produit et innovation de procédé, ou encore entre l'innovation market pool et l'innovation techno-push, mais aussi quelques typologies moins courantes, comme la distinction entre innovation architecturale et modulaire. Commençons par notre première typologie, qui distingue entre innovation de produit et innovation de procédé. Il est en effet courant de distinguer entre innovation de produit, qui consiste à modifier la conception du produit lui-même ou à en créer un nouveau, et innovation de procédé ou de process, qui consiste à modifier le processus de production en vue d'améliorer les performances de l'entreprise sur un ou plusieurs des axes coût, qualité ou délai. Il s'agit a priori de la distinction la plus simple. Elle est toutefois un peu plus délicate qu'il peut y paraître au premier abord. D'abord, une innovation de produit pour un secteur d'activité est une innovation de procédé pour certains autres. Cela n'a pas une très grande importance lorsque l'unité d'analyse est l'entreprise. Le fait que le lancement d'un nouveau type de robot de production, par exemple, constitue une innovation de procédé potentiel pour ses futurs utilisateurs et une innovation de produit pour le fabricant de robots ne gêne pas l'analyse. Elle sera gérée sans ambiguïté comme une nouvelle technologie à mettre en œuvre pour améliorer les performances de son système de production par les utilisateurs et comme un processus de développement et de lancement d'un nouveau produit par le fabricant de robots. Elle est plus délicate dès lors qu'il s'agit à un niveau davantage mésoéconomique, le secteur d'activité, et surtout macroéconomique, donc qui concerne le système économique dans son ensemble, d'évaluer les différences d'impact entre innovation de produit et innovation de procédé. Dans ce cas, l'ordinateur individuel, par exemple, doit-il être analysé comme une innovation de produit, après tout il s'agit d'un produit acheté par des consommateurs finals, ou de procédé? Il est utilisé dans les processus administratifs, dans les processus de conception et même dans les processus de fabrication pour contrôler les machines. Même au niveau d'une entreprise, la distinction est rendue plus floue par les fortes interactions entre les deux. Il est rare qu'une innovation de produit d'une certaine importance puisse avoir lieu sans modification des procédés de production. Ces derniers constituent également une contrainte pour les progrès réalisés dans certains produits. C'est particulièrement net dans le cas des microprocesseurs et plus généralement des semi-conducteurs. La montée en puissance des produits est conditionnée par les progrès dans la finesse de gravure des éléments. Et ce qui est vrai pour des processus industriels l'est encore plus dans le cas de services, où le processus de production n'est pas clairement distinct de ce qui est offert aux clients. On voit à ce propos que cette première distinction est très industrielle et technologique. Précisons donc que le terme innovation de produit recouvre aussi les innovations de services. De même, nous venons de l'indiquer, le procédé peut être une innovation concernant la production d'un service. En revanche, le terme s'adapte mal à ce qui n'est pas lié directement au processus de fabrication. On parlera d'innovation organisationnelle ou managériale pour désigner les innovations qui touchent l'organisation générale d'une entreprise, le style de management ou de gouvernance. Elles peuvent avoir autant d'impact que les innovations technologiques. La deuxième distinction, ou deuxième typologie, concerne plutôt l'origine de l'innovation. Est-ce l'invention ou le marché? La deuxième typologie qui nous intéresse est donc la distinction entre innovation techno-push et l'innovation market pool, ou on peut dire également, moins couramment mais plus précisément, demand pool. Il est courant en effet de distinguer entre les innovations qui répondent à un besoin clairement identifié, tiré par le marché, des démarches consistant à essayer de trouver des applications à des technologies qui viennent d'être mises au point.
poussés par la technologie. Cela signifie que le département qui a un rôle moteur sera différent. Dans le premier cas, ce sera le marketing, les services de R&D n'intervenant qu'ensuite pour mettre au point les technologies ou combinaisons de technologies nécessaires pour répondre aux fonctions demandées. Dans le deuxième cas, au contraire, le marketing n'intervient qu'en aval. Si la réalité est évidemment plus nuancée, les entreprises très centrées vers le marché conduisent effectivement leur processus en partant de constats réalisés sur le marché, les résultats d'une étude de marché par exemple. C'est le cas dans l'agroalimentaire et, d'une manière générale, dans les biens de consommation courante, tandis que d'autres entreprises laissent plus d'autonomie à leur département de R&D pour expérimenter des solutions technologiques qui n'auraient pas d'application immédiate. On considère en général que les innovations technology push mènent à des innovations plus radicales que les innovations market pull. Certains chercheurs, notamment Eric von Hippel, ont toutefois montré que des méthodes fondées sur les besoins des utilisateurs pouvaient amener à des innovations radicales, à condition de se fonder non pas sur les utilisateurs moyens d'un produit, mais sur les utilisateurs à la pointe des nouveautés sur le marché visé, ou même issus d'autres marchés où ils rencontrent le même type de problématique, mais de manière accentuée. Notons que cette distinction correspond plus à une dominante dans le processus d'innovation qu'à une séparation nette entre les deux types d'innovation. En pratique, en effet, on est davantage en présence d'une dynamique complexe entre des besoins, des capacités technologiques et des capacités d'innovation que d'une relation simple et unilatérale. Jean-Michel Gaillard note d'ailleurs qu'un projet de R&D va généralement passer par des phases davantage technologie push et d'autres davantage market pull. Selon lui, cette distinction s'applique mieux aux structures de R&D plus stables qu'aux projets. Les laboratoires de recherche amont sont ainsi davantage dans une logique push, tandis que les équipes projets chargées du développement de nouveaux produits ou services sont généralement davantage dans une logique pull. Notre troisième distinction est peut-être la plus classique. C'est celle qui est faite entre innovation incrémentale et innovation radicale. La différence tient, comme les termes l'indiquent assez bien, dans le degré de continuité par rapport à l'existant. Cette distinction est toutefois plus complexe qu'il y paraît. Tout d'abord, innovation radicale est souvent associée à nouvelles compétences. L'innovation radicale consiste à utiliser des savoirs et savoir-faire nouveaux pour augmenter les performances de l'offre, avait écrit Thomas Loilier et Albéric Tellier en 1999. Or, deux chercheurs américains, Anderson et Tujman, ont montré que certaines discontinuités technologiques pouvaient capitaliser sur les compétences existantes. En fait, tout dépend si l'on se concentre sur l'aspect compétence ou sur l'aspect impact économique de la discontinuité. Clayton Christensen a ainsi montré à travers l'étude d'une série d'industries que ce n'étaient pas toujours les innovations les plus révolutionnaires sur le plan technologique qui créaient le plus de changements dans les positions concurrentielles sur un marché. Les innovations technologiques parfois pointues qui se situent dans la continuité de l'existant en matière de critères de performance sont souvent introduites par les leaders de l'industrie, tandis que les innovations fondées sur des technologies plus faciles à maîtriser, répondant aux besoins d'autres clients, sont parfois introduites par de nouveaux entrants. Lorsque le marché de niche en question se développe suffisamment, ces nouveaux entrants sont susceptibles de faire progresser les performances de leur technologie sur les critères du marché principal, et viennent ainsi concurrencer les anciens acteurs sur leur terrain. Ces derniers sont souvent mis en difficulté. Ici, la rupture vient donc plutôt d'un changement de cible en matière de clientèle, conduisant à l'émergence de critères différents d'appréciation des performances. C'est à partir de ce constat qu'est né le concept d'innovation de rupture, ou disruptive innovation, que l'on retrouve dans le néologisme disruption, très souvent utilisé dans le monde des startups. Un fait peut être trompeur lorsque l'on se fonde sur des études rétrospectives insuffisamment approfondies. L'événement clé dans l'arrivée d'une innovation radicale n'est pas toujours sa première application, mais elle est souvent l'application de technologies connues à un nouveau domaine. Par exemple, les premières technologies de communication sans fil étaient utilisées par Heinrich Rudolf Hertz pour mener des expériences en laboratoire.
C'est seulement dans un deuxième temps qu'elles ont été étendues à des domaines beaucoup plus larges, ici la télégraphie sans fil, puis la radiophonie. Or, c'est généralement cette extension à un marché plus large qui sera identifiée comme l'introduction d'une innovation radicale. Emmanuel Le Nagar-Assayag et Delphine Manceau proposent d'ailleurs une catégorie spécifique pour les innovations qui reposent sur des technologies déjà connues, mais qui constituent une rupture d'un point de vue conceptuel, conduisant à de nouvelles habitudes de consommation. Elle les qualifie d'innovation comportementale. D'ailleurs, dans certaines innovations radicales, la dimension technologique peut être négligeable, voire absente. Lorsque ces innovations amènent à la constitution de nouveaux marchés ou segments de marché, qu'elles modifient les facteurs clés de succès du secteur ou remettent en cause le business model dominant, elles sont qualifiées d'innovation stratégique. Le Cirque du Soleil a ainsi proposé une offre radicalement différente, sans mobiliser d'innovation technologique. N'hésitez pas à écouter à ce propos notre podcast sur les stratégies Océan Bleu. Pascal Lemasson, Benoît Weil et Armand Hatchwell soulignent d'ailleurs une caractéristique de l'évolution récente de l'innovation, la remise en cause de l'identité des produits. Non seulement les industriels proposent un nombre croissant de nouveaux produits, qui n'existaient pas il y a quelques années et qui se diffusent parfois très vite au sein de la population, mais ces mêmes objets font l'objet de variations portant sur leur identité même, qu'il est difficile d'anticiper. Il n'était pas, par exemple, évident de prédire que les téléphones mobiles serviraient notamment à prendre des photos et cannibaliseraient le marché des appareils photographiques. Cela nous amène à une autre distinction importante, bien que moins souvent mise en avant. Il s'agit de la distinction entre innovation architecturale et innovation modulaire. Beaucoup de produits sont constitués de plusieurs sous-systèmes, concourant chacun à un ensemble de buts précis. Il est alors possible de distinguer les modules du système, c'est-à-dire les différents sous-systèmes, les interfaces qui régulent les relations entre ces différents modules, et l'architecture qui désigne la globalité de ce système d'interface. Par exemple, si on ouvre un PC, on retrouvera pour l'essentiel les mêmes composants, reliés par les mêmes interfaces. Un PC est donc un standard au niveau de l'architecture. À l'origine définie par IBM, cette architecture évolue depuis en fonction des innovations proposées par différents acteurs du marché. Mais chaque évolution nécessite en pratique l'appui des acteurs dominants du système, Intel, Microsoft et les principaux fabricants comme Hewlett-Packard ou Dell. Chacune des interfaces permet de connecter des composants compatibles à l'extérieur, par exemple un périphérique USB, ou à l'intérieur, par exemple une extension de mémoire vive. Chacun des fabricants de ces composants et périphériques peut innover autant qu'il veut, sans remettre en cause l'architecture du PC, dès lors qu'il respecte les interfaces définies par le standard. On appellera donc innovation modulaire une innovation qui ne touche que l'un des sous-systèmes en question, par exemple de nouvelles têtes de lecture permettant l'accroissement de la vitesse d'un disque dur mécanique, et innovation architecturale, c'est-à-dire une innovation modifiant significativement les interfaces entre les composants. Par exemple, un nouveau standard de bus assurant la liaison entre la carte mère et la carte vidéo. La définition d'origine de l'innovation architecturale proposée par Rebecca Anderson et Kim Clark est plus restrictive que celle que nous avons proposée. Elle concerne bien les interrelations entre les différents modules, mais suppose que les connaissances à mobiliser sur chacun des modules pris individuellement ne changent pas. On a alors 4 types d'innovation. L'innovation incrémentale, qui désigne une innovation s'appuyant sur des concepts déjà connus au niveau d'un module. L'innovation modulaire, qui correspond à un changement important, qui mobilise de nouveaux concepts, ne touchant qu'un des éléments du système. L'innovation architecturale, dans leur vocabulaire, correspond à un changement dans l'architecture du système, n'impliquant pas de modifications significatives au niveau des modules. Enfin, l'innovation discontinue correspond à une remise en cause de cette même architecture, s'accompagnant d'une remise en cause des modules. Un tel croisement a le mérite de limiter le nombre de typologies à mobiliser sur l'innovation.
Il permet aussi, c'est le but principal des auteurs dans leur article, de traiter des problèmes spécifiques posés par un changement ne touchant que les interactions entre les éléments d'un système. Selon eux, en effet, il est beaucoup plus difficile pour une entreprise de repérer l'importance d'une innovation architecturale que celle d'une innovation discontinue ou radicale. Les connaissances concernant l'architecture du produit sont en effet devenues implicites au fil du temps. Elles ne sont plus discutées. L'attention est polarisée sur les différents éléments du système, qui dictent d'ailleurs en général l'organisation de l'entreprise, du moins dans sa partie développement et industriel. Dès lors, une innovation architecturale peut facilement être perçue comme mineure, alors qu'elle va en réalité remettre en cause le savoir patiemment accumulé par l'entreprise sur ces interactions entre les différents modules. Nous avons donc 4 typologies principales. Produit versus procédé, qui peut être étendu aux innovations organisationnelles et managériales. Techno-push versus market pull. Incrémental versus radical, avec ses variantes l'innovation de rupture et l'innovation stratégique. Et architectural versus modulaire, typologie qui peut être combinée avec la précédente. Attention au passage à ne pas faire l'erreur devenue classique de confondre type et typologie. Innovation radicale ou innovation market pull est un type d'innovation. C'est l'ensemble incrémental versus radical ou market pull versus techno-push qui constitue une typologie. Typologie est un ensemble de types cohérents. Enfin, ces typologies peuvent se croiser. On peut ainsi avoir une innovation de produit radicale et market pull. J'espère que ces éléments vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à nous retrouver sur d'autres thématiques liées au management de l'innovation. À bientôt.